Alors la lumière, c'est une longue histoire de questions, de questionnements pertinents et parfois de réponses surprenantes. Pour moi, la lumière, c'est le plus beau des paradoxes, en fait. Si on se dit que la lumière, elle est immatérielle à nos yeux, et qu'en fait, on s'aperçoit que c'est cette lumière qui donne sa matérialité au monde qui nous entoure. La lumière, c'est la lumière intérieure également, cette petite étincelle, cette petite flamme qui est au plus profond de nous et dont, pour moi, jaillissent toutes les capacités, les possibilités en fait, de créativité, d'imagination, qui sont tellement importantes et donc qui sont importantes également pour le travail du scientifique. J'ai toujours eu envie de regarder ce qu'était la lumière et ce qu'elle permettait de produire. Quand je vais me balader en montagne, dans la colline, je regarde la lumière qui perce à travers les arbres. J'essaye de voir où le spot atterrit et comment les toiles d'araignée se paraissent ou comment la brume, l'eau peut scintiller et réfléchir la lumière. À tous les moments de ma vie, je regarde ce que donne la lumière. La lumière, c'est quelque chose qui baigne tout notre univers. C'est quelque chose qui est très étrange puisqu'on ne peut pas l'appréhender directement, ça va très très vite, c'est un comportement très particulier, très bizarre. Et voilà, la lumière, c'est quelque chose qui est impalpable et qui pourtant est absolument indispensable à la vie. En recherche fondamentale, on est des détectives. On essaye de comprendre la nature, mais elle ne nous dit rien directement. Donc on doit toujours essayer de la tromper pour qu'elle nous révèle ses secrets. Alors la lumière, c'est quoi? C'est une vaste question en fait. La lumière, quelque part, c'est la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Et aussi, la lumière, c'est l'image. Parce que sans lumière, il n'y a pas d'image. Et comme moi, j'ai beaucoup travaillé sur les images, j'ai tendance à associer particulièrement la lumière et l'image. Moi, je suis historien, et pendant très longtemps, l'image a été considérée par l'historien comme quelque chose de second, de secondaire, voire dévalorisé. Et ce n'est que depuis une trentaine d'années, et personnellement, donc, je me suis inscrit dans ce courant, que l'image a été prise au sérieux par les historiens et, par conséquent, traitée comme un document d'histoire, comme pouvant amener des informations à critiquer, à prendre avec recul, comme toutes les informations que l'historien doit travailler, mais à l'égal des informations écrites. Alors, les représentations de la société sont extrêmement présentes sur l'ex-voto. C'est un remerciement, un don de quelqu'un qui s'estime avoir été protégé par une intervention céleste dans une situation de difficulté, maladie, accident, etc. Et donc, en retour, il remet en remerciement, en action de grâce, il remet un don, à la différence des tableaux d'église qui, en général, représentent la cour céleste, le ciel, les saints, ou des grandes scènes de la vie du Christ. L'ex-voto représente toujours la société du temps. La représentation la plus fréquente, la plus courante, et qui est pratiquement présente sur la quasi-totalité des tableaux, c'est que le personnage ou les personnages célestes, donc protecteurs, sont entourés de lumière. Alors ils peuvent être entourés de lumière de diverses manières, ça peut être la bonne vieille auréole des saints, mais ce n'est pas le plus fréquent. Le plus souvent, c'est une lumière qui les englobe, qui forme une sorte de couronne de nuages lumineux autour d'eux, comme on le retrouve fréquemment dans la peinture baroque également.
Puis après, la lumière, cette symbolique, elle va évoluer. Elle va évoluer au siècle des Lumières, à travers les connaissances, à travers la philosophie. Et la lumière va devenir le symbole de la sagesse, de la raison et de la connaissance. Et à partir de ce moment-là, on observe aussi une mutation chez les artistes, là du point de vue technique, à savoir que maintenant on va s'intéresser à la lumière pour elle-même. Jusqu'alors, la lumière était considérée comme la servante des arts, quelque chose qui servait à créer la forme, à créer le visible. Et à partir de la fin 18e, début 19e siècle, on va commencer à s'intéresser à la lumière pour elle-même. On va l'étudier en tant que telle, que ce soit la lumière naturelle, donc on va quitter l'atelier, on va aller sur la nature, sur le motif, comme on disait à l'époque, pour l'étudier, ou encore on va étudier cette lumière artificielle qui est en train de naître au 19e siècle à travers tous les nombreux éclairages tels que la lampe à pétrole, l'électricité ou encore l'éclairage au gaz. Et Van Gogh, c'est quelqu'un de son temps, quelqu'un qui se passionne pour ces phénomènes lumineux. Van Gogh, c'est quelqu'un qui est ivre de couleurs, qui est assoiffé de lumière, et c'est pour ça qu'il va dans le sud. Il va dans le sud pour découvrir une lumière exotique, un petit peu comme Gauguin, par rapport à cette lumière impressionniste que l'on connaissait uniquement en Île-de-France. Et Van Gogh, c'est là-bas qu'il va découvrir notamment que dans le sud, les nuits sont aussi belles que les jours et sont aussi colorées. Et notamment des tableaux comme La Nuit étoilée, c'est l'occasion de faire éclater des jaunes, des bleus qui sont extrêmement puissants, ou encore des tableaux comme La Terrasse de Café à Halle, où on aura des jaunes, il va étudier toute cette vie nocturne qui est pleine de couleurs en fait, et qui se développe, qui est propre au XIXe siècle, aussi bien à Paris qu'en Provence. On voit des cieux un petit peu fous, qui paraissent un peu fous, avec des tourbillons, des étoiles énormes, etc., etc. Et on peut se dire, mais est-ce qu'il y a une part de réalité dans cette peinture du ciel de Van Gogh? Quand on dit précisément, en fait, la date, l'époque, l'heure où Van Gogh a peint ces ciels-là, on s'aperçoit qu'il y a un extraordinaire souci de réalisme, de position. C'est-à-dire, il positionne ces objets, ces sources de lumière dans son tableau au bon endroit, tel qu'il les a vus à un certain moment. En tout cas, je viens d'achever là une série de photographies au Frioul, une série sur le paysage, et où du coup j'ai utilisé la lumière de la pleine lune comme éclairage. Voilà, alors du coup mon travail il implique d'avoir quelques notions scientifiques, savoir quand est-ce que c'est la pleine lune, quand est-ce qu'elle est à 100% et pas à 96%, parce qu'à 96% il n'y a plus suffisamment de lumière pour ce que je fais en photographie, par exemple. Donc un jour avant ou un jour après ça peut ne pas être suffisant comme éclairage. Et ensuite, le déplacement de la Lune, c'est quelque chose qui est quand même pas très compliqué à prévoir. C'est qu'en gros, elle a à peu près le même déplacement que le Soleil la journée, quoi. Elle se lève à l'est, elle se couche à l'ouest et elle passe au sud, quoi. Donc voilà, c'est des connaissances astronomiques très minimalistes, mais nécessaires pour réaliser ces images-là. L'idée de ce projet vient d'un adjectif couramment utilisé par les gens pour décrire ce paysage. Ils utilisent le mot d'un paysage lunaire, d'où l'idée d'aller le photographier avec la lumière de la pleine lune. Et donc ça c'est une première chose. Après sur le Frioul, moi il y a un truc qui m'intéresse, c'est que c'est un paysage qui a été assez peu modifié par l'homme, enfin dans son relief en tout cas. Et donc du coup, la Lune a toujours éclairé ce paysage-là, et depuis, c'est l'archipel du Frioul, il est dans la baie de Marseille avec toute l'activité humaine que ça implique. Donc du coup, il y a la confrontation en lumière et de cet éclairage lunaire et de toutes les activités humaines qui vont traverser l'image, qui peuvent être le bateau de pêcheurs qui passe dans l'eau, le ferry qui rentre au port, toute la ville qui est éclairée par les lumières artificielles, les avions qui atterrissent et qui tracent des lignes lumineuses dans le ciel. Et donc du coup, il y a une espèce de confrontation comme ça dans les images entre une activité humaine très artificielle, mécanique, et un éclairage lunaire que ce paysage-là a toujours connu, quoi. Eh bien, il y a une évolution qui est tout à fait
primordial au XIXe siècle, où en fait, pour la première fois, on va plonger le spectateur dans le noir. Et notamment, c'est un compositeur comme Wagner qui va imposer ça lors de ses opéras. En fait, ce qu'il veut, c'est que le spectateur soit concentré sur la scène, soit dans cette idée de projection et d'immersion vers le spectacle, vers là où se fait l'art, en fait. C'est un peu ça la lumière, c'est d'emmener avec le plus de légèreté possible le spectateur vers du rêve, faire en sorte qu'il se sente plus là, assis dans une salle, mais plutôt avec des amis qui sont en train de lui raconter une histoire, quoi. Et qu'il oublie tout le monde autour de lui. Ernest, roi, c'est moi le roi, c'est moi. Non, la couronne, donne-la moi. Jamais. Agostino, attrape-le. Tu m'as touché, je te tue. Il me tue, alors Obéis à ton roi. C'est moi le roi, personne ne me touche à cette couronne. Personne ne touche à cette couronne. Agostino. Excusez-moi, mais vous êtes le roi, mais lui, il a la couronne. Je suis un peu perdu, là. Ouais, mais c'est un véhicule à sensation, hein. C'est un véhicule à sensation. Ce faisceau de lumière, sa direction, sa couleur, est déjà une source d'information. J'aimerais te revoir une dernière fois. J'aimerais fabriquer une potion pour qu'on puisse enfin être ensemble, toi et moi. Ton absence m'étouffe. Elle pèse sur mon âme, elle avale toutes mes pensées. Oui, t'es un serviteur inutile. Inutile. Viens là. Après, s'il va frapper une chaise et qu'on découvre grâce à la lumière que la chaise est bleue, c'est encore une nouvelle information. C'est vraiment c'est un véhicule avec plein de possibilités. S'il frappe cette chaise bleue en contre-jour, elle va avoir un halo orange par exemple, et là du coup l'œil, alors là la lumière physiologique va imaginer, notre cerveau va imaginer une lumière, une couleur qui n'existe pas, une lumière complémentaire. Et là, c'est intéressant parce que il y a une part d'imagination, il y a une part d'imaginaire dans la lumière. La lumière, elle génère un imaginaire, mais elle génère aussi réellement des couleurs qui ne sont pas dans la réalité, qui sont que dans notre cerveau. Le bon projecteur, le bon temps de montée, la bonne couleur, voilà. Ça doit arriver comme par hasard, la lumière. Beaucoup d'artistes maintenant vont proposer des installations, des dispositifs qui sont installés dans des pièces ou à l'extérieur, où on va être immergé dans du brouillard, dans la lumière qui pourrait être colorée. Donc ce sont de nouvelles sensations qui sont à appréhender. Donc ça, on est dans l'espace muséal ou celui de la galerie. Mais il faut aussi savoir que d'autres artistes, eux, vont, grâce à la science, travailler avec les forces même de la nature. On peut penser aux artistes du land art. Et c'est l'évolution de mon travail justement. Donc quand je suis sculpteur au départ, j'ai fait des études d'art et dans la section design. Et c'est suite tout simplement à un exercice scolaire au départ qui était scolaire sur une thématique de contenant vide que j'ai développé. Et c'est à partir de ces histoires du vide que tout a commencé. Et c'est mon contenant vide qui aujourd'hui devient contenant lumière. Et pourquoi le choix de la bioluminescence? Parce que la question posée, quel autre type de lumière que je pourrais exploiter, qui n'a pas encore été exploité véritablement aujourd'hui, et la mettre en avant. Donc en fait, je crée des objets, des sculptures, on pourra appeler ça peut-être des photophores. Donc je travaille avec des ouvertures du vide où je souligne dans l'espace justement par le biais de l'interstice, donc cette lumière qui émane de l'objet. Le contenant en lui-même disparaît, on a juste l'émanation de cette lumière qui est soulignée dans l'obscurité. Voilà, donc c'est mon travail de sculpteur je sculpte la lumière. Mais quand on parle de lumière, évidemment, il faut penser à la lumière dans toute sa généralité, c'est-à-dire très généralement ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Alors sans entrer dans des mots compliqués, il faut quand même rappeler que quand on parle du rayonnement radio, des micro-ondes, de l'infrarouge, de l'ultraviolet, des rayons X et des rayons gamma, tout ça, c'est de la lumière.
Simplement, on a compris que c'était de la lumière que seulement à la fin du 19e siècle. Avant, la lumière, c'était uniquement ce que captait notre œil. Alors au XVIIe siècle, le grand débat, c'était sur la nature de la lumière. Donc deux grandes idées sont apparues. L'idée de Newton, c'était de dire, enfin de Newton et d'autres avant lui, de dire que la lumière était un corpuscule qui avait une masse. Face à Newton, il y avait une autre proposition pour la théorie de la lumière, proposition qui a, disons, sa théorie la plus aboutie chez Huygens. Huygens propose une théorie de la lumière sous forme de vibration d'un milieu qu'il appelle l'éther. Donc c'est une théorie ondulatoire de la lumière. Alors pour départager Huygens et Newton, donc la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire, il fallait mesurer la différence de vitesse de la lumière dans l'air et dans l'eau. Dans l'eau, ça suffisait. Et ça n'a pu être fait qu'au XIXe siècle, et c'est Léon Foucault qui a réalisé cette expérience pour la première fois. Alors le résultat, c'est qu'elle allait moins vite dans l'eau que dans l'air, et donc c'était la théorie ondulatoire qui avait raison. Le premier indice fort de la pertinence de la théorie ondulatoire de la lumière, c'est Thomas Young qui, dès 1801, propose une expérience relativement simple auquel les savants auraient dû penser bien avant, mais qu'il fallait réaliser, donc c'est plus un problème peut-être technique qu'un problème de pensée. C'était d'envoyer un faisceau de lumière relativement bien concentré sur deux trous, et sur un écran un peu plus loin, on voit des interférences, c'est-à-dire des lieux où la lumière est très intense, espacés par des lieux où il n'y a pas de lumière. Et c'était la première fois qu'on pensait à l'expérience pour la lumière. Et là, ça montrait de façon définitive que la lumière était une onde. Et petit à petit, une conception unique, une théorie unique de l'électricité et du magnétisme est apparue comme évidente. Et c'est Maxwell qui en a fait la synthèse en 1864, dans une série de 4 équations, enfin écrites aujourd'hui sous forme de 4 équations, qui permettent d'expliquer tous les phénomènes électromagnétiques de l'époque et qui synthétisaient donc toute la théorie électromagnétique. Comme physicien, c'est une des théories les plus belles. Il y a 4 équations tout petites qui se combinent dans l'équation des ondes, et ça, elle décrit tous les comportements du champ électromagnétique. Et à niveau d'un physicien, c'est super élégant, c'est très, très beau. Et la grande surprise de cette théorie, que Maxwell a vue une fois qu'il avait écrit les équations, c'est qu'elle admettait des solutions qui étaient des ondes, des vibrations, donc de quelque chose. Alors à l'époque, c'était encore l'éther qui était le support de ces vibrations. Cette vibration allait à la vitesse de la lumière et elle avait des oscillations transversales. Donc ce champ électrique, il a des propriétés particulières. Il a une amplitude, c'est-à-dire une grandeur, et il a aussi une direction et un sens privilégié. C'est ce qu'on appelle la polarisation. Alors, du coup, la théorie de Maxwell nous indique que la lumière n'est qu'un petit morceau d'un large spectre de lumière, en quelque sorte, qui vont des ondes radio jusqu'aux rayons X. Et donc la lumière, qu'on appelle aujourd'hui la lumière visible dans ce spectre, est une toute petite partie de ce grand spectre infini. Avec Einstein, on va plus loin. Einstein dit « c'est la lumière qui est composée de grains de lumière ». Alors Einstein introduit cette notion de grains de lumière pour dire que la lumière est constituée de ces grains de lumière. Donc un photon, qui va devenir le quanta de la lumière, c'est quelque chose d'insécable. Alors pour un physicien de particules, un photon, c'est une tâche. ça fait un grand blob d'énergie. Pour nous, un photon, c'est une patate d'énergie. Donc là où Newton et Huygens se battaient, aujourd'hui, le physicien doit faire avec à la fois une description possible en termes d'ondes, une description possible en termes de corpuscules.
Dans la vie quotidienne, on a souvent accès soit à la nature ondulatoire, soit à la nature corpusculaire de la lumière. On a très rarement accès aux deux en même temps, en fait. C'est très difficile d'avoir les deux aspects qui apparaissent sur une expérience. Alors qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, on peut faire des choses qui permettent de voir à la fois le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire de la lumière. Alors comment peut-on faire cela? En utilisant des sources, par exemple, de photons uniques, où on a un seul photon. Alors c'est là qu'il faut comprendre ce qu'est une source de photons unique. On a un photon qui est produit, qui se transporte dans l'expérience et qui est détecté sans que le second intervienne. Et donc, il faut être capable de produire cette source-là, qui produit vraiment un photon par un photon. Il faut être capable de détecter et de façon sûre le photon et, au moment où il arrive sur le détecteur. Donc, il faut à la fois des temps longs d'acquisition et un temps rapide pour être sûr de ne pas louper le photon au moment où il arrive. Donc, ça demande quand même de la technologie qui est assez avancée. Et une expérience dont on rêvait depuis longtemps, depuis 1905 en fait, depuis que la dualité onde-corpuscule a été expliquée et démontrée théoriquement par Einstein, était l'expérience des trous de Young, où on pourrait éventuellement détecter photon par photon et accumuler avec le temps, montrer que statistiquement, les photons forment une figure d'interférence. Cette expérience a été réalisée en 2007 par plusieurs équipes en collaboration, les équipes d'Alain Aspect, Philippe Grangier, Vincent Jacques, et notamment grâce à la source de photons uniques. Sans cette source-là, on était incapable de faire cette expérience. Et c'est l'un des grands défis de la physique d'aujourd'hui, d'essayer de comprendre, de mieux saisir quelle est la nature profonde de cette dualité onde-corpuscule qui est généralisée à toute la matière, aussi bien l'électron que l'atome, que des molécules, et donc que des balles de tennis et pourquoi pas des êtres humains. Alors la lumière, c'est ce qui nous permet d'appréhender notre environnement, de visualiser ce qui nous entoure. Dans le noir, on ne voit rien. Finalement, cette vision que l'on a de notre environnement, on l'a à travers un tout petit morceau de nous, c'est l'œil. Et c'est effectivement sur cet organe-là que je travaille actuellement dans mon activité de recherche. Donc en fait, la lumière, elle va rentrer dans l'œil, l'image va se former sur la rétine, qui contient des bâtonnets, des photorécepteurs. Ces photorécepteurs vont créer des signaux électriques qui vont se propager jusqu'au cerveau, au niveau du cortex occipital, qui va traiter l'information et permettre la formation de l'image. Ces cônes et ces bâtonnets sont sensibles à 3 couleurs primaires, qui sont le vert, le rouge et le bleu. Et à partir de ces 3 couleurs, on peut reconstituer tout le spectre visible de la lumière. C'est la raison pour laquelle l'environnement devient coloré. La matière qui m'intéresse dans l'activité de recherche en question, c'est la cornée humaine. Alors la cornée, est effectivement cornée humaine à travers des greffons qui sont rejetés du circuit de greffe et sur lequel j'effectue des expériences. Donc la cornée, à quoi est-ce qu'elle sert finalement dans la vision? Donc la cornée, c'est la première couche que la lumière rencontre lorsqu'elle rentre dans l'œil. Donc cette couche, si on veut que l'image définitive soit nette, eh bien il faut que la cornée, ainsi que le cristallin, ainsi que tout ce que la lumière doit traverser avant d'atteindre la rétine soit transparent. Donc la technique que l'on utilise dans notre thématique de recherche, c'est celle-ci. C'est une technique qui permet d'aller mesurer l'intensité diffusée. Ce sont de très très faibles intensités qui requièrent un matériel très sensible. Et elle va permettre d'aller mesurer cette lumière qui est diffusée par la cornée lorsque la cornée n'est plus aussi organisée
qu'elle doit l'être pour être transparente comme elle l'est chez un patient non pathologique. Une illustration du phénomène de diffusion que l'on côtoie assez régulièrement. On se regarde dans une glace, salle de bain, on se regarde dans une glace, l'image est nette. On sort de la douche, il y a eu condensation sur le miroir et l'image n'est plus nette. Effectivement, pourquoi? Parce qu'il y a eu diffusion. Les petites gouttelettes d'eau par condensation sur le miroir, eh bien simplement, lorsque la lumière qui nous éclaire est renvoyée sur le miroir, plutôt que d'être réfléchie comme elle l'était au préalable, là elle va être envoyée dans toutes les directions. Et donc cette information de l'image nette est totalement perdue et dispersée. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que pendant très longtemps, grosso modo jusque, je dirais, au début du XVIIe siècle, les astronomes, les scientifiques et les savants en général ont pensé qu'il n'y avait pas autre chose dans l'univers que la lumière. Tout ça pour dire que ça a été un immense choc le jour où Galilée, pour la première fois, a pointé des lunettes vers le ciel, 1609. Il a vu des choses que l'œil humain ne pouvait pas voir. Stupeur. À quoi donc servaient des astres que l'on ne pouvait pas voir à l'œil nu? On a réussi à construire des télescopes au XXe siècle capables justement de capter toutes les formes de lumière. Parce qu'évidemment, le télescope traditionnel auquel on pense, le miroir, etc., il capte la lumière visible seulement. Le problème en astronomie, c'est que les astres émettent très souvent leur énergie dans toutes les longueurs d'onde. Si vous prenez le Soleil, par exemple, nous on voit le Soleil sous la forme d'une boule jaune ronde, tout simplement parce qu'on le voit dans la longueur d'onde que notre œil est capable de voir, ou la plaque photographique, c'est à peu près la même sensibilité que la rétine. Mais le Soleil, il émet aussi une grosse part de son énergie en ondes radio, en rayons X, lorsqu'il y a des éruptions solaires, en ultraviolet, lorsqu'on se fait bronzer par exemple. Et tout ça, on a des images du Soleil extrêmement différentes selon qu'on utilise tel ou tel instrument pour capter justement ces domaines énergétiques différents du Soleil. Donc grâce à ça, on voit un objet sous toutes ses coutures et on en apprend beaucoup plus sur lui. Et aussi, il faut bien se rendre compte que certaines sources lumineuses dans l'univers n'émettent que dans certains canaux. Par exemple, quelque chose de fondamental dans ce qu'on appelle la cosmologie, quand on s'intéresse au début de l'univers, le fameux modèle du Big Bang, il y a quelque chose qui s'appelle le rayonnement fossile. C'est la lumière en fait refroidie, que l'on voit aujourd'hui seulement, après 14 milliards d'années d'expansion de l'univers, une lumière qui a été émise il y a 14 milliards d'années par le très très jeune univers. Aujourd'hui, évidemment, cette lumière, elle est extrêmement refroidie. Elle n'est pas du tout dans le domaine visible, elle est uniquement dans le domaine des micro-ondes, une petite partie donc du rayonnement radio. Donc pour voir cette lumière, il faut effectivement embarquer des télescopes très sophistiqués dans l'espace pour capter cette lumière en micro-ondes. Si on n'avait pas accès à micro-ondes, on ne verrait pas le rayonnement fossile du Big Bang. Et Dieu sait si cette information que l'on a depuis quelques décennies est absolument fondamentale pour comprendre le début de l'univers. Un autre aspect également, à l'inverse, j'ai beaucoup travaillé sur les trous noirs. Bon, j'ai travaillé surtout sur le plan théorique, mais après, évidemment, il y a des observations qui ont mis en évidence ce qu'on appelle des candidats trous noirs. Le trou noir, on en reparlera sans doute, c'est par définition l'objet invisible par excellence, mais très curieusement, il est capable de faire émettre des quantités énormes d'énergie électromagnétique sur la matière qui tombe dedans. Et essentiellement, ce sont des rayons X, c'est-à-dire c'est au contraire la partie la plus énergétique du spectre électromagnétique. Alors les trous noirs, ils s'expliquent dans le cadre de la relativité par en fait une concentration de matière telle dans une région très confinée de l'espace que ça creuse un véritable puits. Et ce qu'on appelle le trou noir, c'est l'intérieur du puits. Simplement, c'est un puits parce que
C'est une zone de l'espace-temps qui est tellement courbée que même les rayons lumineux sont capturés. Et la chose fascinante dedans, c'est que finalement, les trous noirs, s'ils sont nus, seuls, isolés dans l'espace, ils sont totalement invisibles. Paradoxalement, dès qu'ils sont entourés de matière, les trous noirs sont la clé des phénomènes les plus lumineux de l'univers. Et alors, l'une des très grandes surprises de l'astrophysique contemporaine, plus précisément de la branche qu'on appelle la cosmologie, qui s'intéresse justement à la structure de l'univers dans son ensemble, c'est de se rendre compte qu'en fait, cette partie lumineuse de l'univers représente moins de 1%. Moins de 1%, tenez-vous bien, de ce qu'il y a réellement dans l'univers. Ça veut dire que l'essentiel est ailleurs, et on appelle ça, une partie, c'est ce qu'on appelle la matière sombre, et une autre partie, ça s'appelle l'énergie noire. Donc cette matière noire non atomique, comment on la met en évidence? On la met en évidence par l'effet gravitationnel. Parce que toute la matière gravite, qu'elle soit atomique, pas atomique, ça gravite. La gravité fait bouger la lumière, j'en ai déjà parlé à propos des trous noirs, etc. Et donc en observant les mouvements de la partie lumineuse de l'univers, on arrive à retracer la matière noire qui gravite derrière et qui fait bouger tout cela. Donc nous, on étudie la distribution de matière visible pour tracer la distribution de matière noire dans l'univers. Et pour ça, on a besoin d'avoir des mesures très précises de distance entre galaxies. Et pour avoir ces mesures de distance très précises, on utilise de la spectroscopie. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde la distribution de lumière en fonction de la longueur d'onde. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on va observer l'univers, plus on va observer un objet qui est lointain, plus la lumière qu'il a émise, il l'a émise d'une façon lointaine dans le temps. Et donc plus on va regarder loin dans l'univers, plus on va regarder dans le passé. Donc on va utiliser le photon comme messager de l'information où est située la galaxie et à quelle distance elle est située de nous. Cette information, après, on va la comparer à l'information qui est issue du fond diffus cosmologique. Et le fond diffus cosmologique, ce sont les photons qui sont une relique de tel qu'était l'univers il y a 13 milliards d'années. En tout cas, on utilise d'une manière un petit peu archéologique le photon qui nous trace la distribution de matière à la fois visible des galaxies et à la fois la distribution de matière au moment du fond diffus cosmologique. Maintenant, on est persuadé que pour aller encore un étape plus loin, il faut faire de l'astronomie multi-messager, c'est-à-dire non seulement utiliser les photons, la lumière, le champ électromagnétique, mais aussi les particules. Ce que l'on souhaite faire avec Antares et ce nouveau détecteur qui s'appelle KM3Net, c'est d'observer l'univers avec ces neutrinos, qui sont des particules fantomatiques, qui ont la grande particularité de pouvoir traverser des quantités de matière très importantes, donc de voyager très loin dans l'univers, et surtout de s'échapper des objets là au cœur où ils sont produits. Donc le principe de notre détecteur, c'est le neutrino va traverser toute la planète, il en est capable. Quelques-uns vont interagir sur des atomes, des noyaux des atomes de la Terre, et se convertir en une nouvelle particule qu'on appelle le muon. Ce muon, c'est un peu comme un électron lourd, et il se trouve que lorsque ce muon va traverser un milieu transparent, comme de l'eau, il va émettre de la lumière, Cherenkov, qui est émise par le muon. Alors la lumière Cherenkov, qu'est-ce que c'est? La lumière Cherenkov, en fait, c'est un sillage de lumière, on va dire bleuté, qui est émise lorsqu'une particule voyage dans un milieu plus vite que la lumière dans ce milieu. J'explique. Le neutrino a une énergie très grande. Donc le muon qui va être produit par le neutrino va emporter une grande partie de cette énergie et va aussi être une énergie très grande. Donc il va voyager quasiment à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Il se trouve que la lumière, lorsqu'elle voyage dans l'eau, elle interagit très fortement avec les molécules d'eau. Et elle est freinée par ces molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle l'indice de l'eau, en fait, l'indice de réfraction. Et la lumière voyage dans l'eau à 200 000 km/s. Donc finalement, le muon va se retrouver à voyager plus vite dans l'eau que la lumière dans l'eau. Et ça fait un effet qui s'appelle la lumière Cherenkov, qui est l'émission d'un cône de lumière cohérente le long de la trajectoire du muon. Finalement, c'est l'équivalent en lumière du bang supersonique. En fait, on observe la lumière des particules.
Et notre quête en physique des particules, un des grands sujets, c'est de savoir quelle est cette source unique, de savoir s'il y a une unification des forces, et finalement donc de savoir si la lumière visible est en fait juste une autre forme d'une lumière plus fondamentale qui englobe toutes les interactions des particules qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant les collisions au LHC? C'est recréer des micro-Big Bang, où juste après, quelques instants, quelques fractions de secondes après le Big Bang, pour comprendre comment s'est créé l'univers, comment la nature, dans ses composants fondamentaux, interagit et fonctionne. Quand on met en collision des protons à très très haute énergie, on produit un pléthore de particules dont les photons font partie. Et c'est des particules très importantes parce que c'est des particules qui sont détectées par nos détecteurs, qui révèlent des intégrations très importantes, comme par exemple pour le boson de Higgs, qui a été découvert récemment. Il s'est désintégré dans 2 photons qui ont été détectés dans le détecteur Atlas. C'est à partir de ces 2 photons, en répétant de multiples fois ce genre de collision, qu'on a pu identifier le boson de Higgs. Donc finalement, on voit encore une fois que la lumière, quand elle se met au niveau des particules élémentaires, ça sert de révélateur de phénomènes nouveaux. Pour moi, en tant que biologiste, la lumière, c'est ce qui nous permet de voir les choses, de voir le vivant, observer des cellules, des micro-organismes, et même aller à l'intérieur des cellules, pouvoir visualiser le mouvement, ce qui se passe, les noyaux, et voir toutes ces choses du vivant, et d'essayer d'aller voir les plus petites choses possibles à l'intérieur. Les grossissements qui étaient utilisés dans les premiers microscopes étaient assez faibles. On va dire qu'on avait des grossissements de l'ordre de 100 fois au maximum. Aujourd'hui, on a des grossissements avec des objectifs 100x et des oculaires qui grossissent 10 fois de l'ordre de 1000 fois. Ce qui est important derrière ça, c'est la résolution, c'est-à-dire quels sont les détails les plus petits qu'on va pouvoir observer. C'est-à-dire qu'on peut grossir énormément mais ne rien voir. On nous pose généralement la question, en tout cas dans les repas de famille, bon d'accord la microscopie, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses à inventer? Et jusqu'où on peut voir avec un microscope, ou qu'est-ce qu'on peut discerner avec un microscope? Pendant un siècle, on a pensé qu'on était incapable de discerner 2 objets qui étaient plus proches de cette distance. On pouvait voir un objet très petit, un autre objet très petit, mais dès qu'ils sont trop proches, on ne pouvait pas les voir. Et puis, il y a une dizaine d'années, est apparue la microscopie de super résolution. On s'est aperçu que si chaque molécule est capable d'être allumée indépendamment les unes des autres, et si on fait des images successives de ces échantillons-là, on va être capable, sur chaque image, de détecter la position de molécules indépendantes, de molécules uniques. Alors effectivement, la première chose qu'on va dire aux chercheurs, c'est ce que vous voulez observer finalement. Donc ça permet de choisir l'objectif. Et puis après, derrière, c'est toutes sortes de choix qui permettent d'obtenir des informations les plus pertinentes et les plus précises sur ce que le chercheur demande. Donc moi, je m'intéresse au système immunitaire et principalement aux organes qui composent notre système immunitaire, là où la réponse immunitaire va avoir lieu. Donc on les appelle ganglions lymphatiques. Alors ces cellules forment une sorte de toile d'araignée. Et donc elles sont toutes imbriquées les unes dans les autres, donc c'est pas facile de les différencier les unes des autres. Et de façon à pouvoir les différencier, nous utilisons des modèles dans lesquels ces cellules portent des couleurs différentes. Donc ce qu'on va faire, pour arriver à détecter des molécules, différencier des molécules à l'intérieur d'une cellule ou à l'intérieur d'un organe, on ne va pas pouvoir discerner les différentes molécules à l'œil nu. Donc une des techniques qu'on utilise, c'est la microscopie de fluorescence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer certaines molécules, certains types de molécules avec une molécule fluorescente. Donc ce qui va se passer dans une molécule fluorescente, c'est qu'on va l'exciter par exemple dans le bleu, et elle va émettre forcément de la lumière soit dans le vert, soit dans le jaune, soit dans le rouge, dans les longueurs d'onde plus importantes. Si on excite une molécule fluorescente dans le rouge, elle va émettre soit dans le rouge lointain, soit dans le rouge un peu plus proche, mais toujours vers le rouge.
Alors, on a quand même une limite de couleurs. Actuellement, on peut aller jusqu'à environ une dizaine de couleurs, mais ce qui est largement suffisant pour nous. Donc là, je suis en train de faire la mise au point, c'est-à-dire je fais la netteté sur des cellules. Alors, il y a deux types cellulaires, des cellules dendritiques et des lymphocytes T. Donc là, je fais la netteté en champ clair, donc en lumière blanche en transmission, de façon classique. Et donc, pour améliorer le contraste qu'on peut obtenir en champ clair, il y a une méthode qui s'appelle le contraste interférentiel, ou Nomarski du nom de l'inventeur. Alors pour cela, on vient intercaler, notamment, ici, un polariseur, et puis d'autres éléments optiques dans le microscope. Alors en plus de ça, sur ce type de microscope, on peut utiliser une source fluorescente avec des filtres qui permettent de sélectionner différentes couleurs pour l'excitation. Donc vous voyez ici une excitation ici dans le violet, voire dans l'ultraviolet, et dans le bleu, et le vert et le rouge. Donc ceci permet d'exciter différentes molécules fluorescentes qui ont été attachées à deux types cellulaires, les cellules dendritiques en vert et les lymphocytes T que l'on visualisera en rouge, permettant ainsi d'obtenir une information plus spécifique que le champ clair. Nous, en microscopie, on a, je dirais, 75% des microscopes qui fonctionnent actuellement à base de laser. Sans les lasers, on pourrait difficilement obtenir les images qu'on obtient actuellement, de par le fait que maintenant, les lasers peuvent avoir différentes longueurs d'onde, différentes puissances. Donc on peut se servir même de laser pour découper des matériaux, c'est ce qui est utilisé en industrie. On peut découper du vivant, c'est utilisé également en ophtalmologie, donc voilà. La lumière, pour moi, est le moyen de communiquer avec les atomes, d'en apprendre sur eux, mais aussi de les contrôler, de les manipuler et de comprendre leur comportement. L'outil de choix étant le laser, qui est au physicien ce qu'est un bistouri pour un chirurgien. Contrairement à une source de lumière traditionnelle qui va émettre sur une plage de couleurs très, très large, le laser ne va émettre qu'une seule couleur, mais déterminée avec une précision telle que vous écrivez ce nombre avec 5 chiffres derrière votre virgule, alors que la lampe que vous achetez dans le commerce, vous ne fixez même pas le premier chiffre qui est devant votre virgule. Et votre atome va être sensible au 5e chiffre derrière la virgule. Si celui-ci est faux, il va vous ignorer. Alors pour arriver à cette précision et à cette susceptibilité des atomes, il faut que les atomes soient très très calmes et ordonnés. Et on ne peut pas le faire avec des atomes comme ceux qui sont autour de nous et qui s'agitent à température ambiante. Il faut les forcer à rester calmes et donc réduire leur vitesse d'agitation thermique et les confiner pour qu'ils soient dans votre champ laser tout le temps. Alors, ce qu'on fait, on utilise de la lumière d'un laser qui a beaucoup d'énergie et on la focalise fortement avec l'objectif de notre microscope. On va concentrer toute la lumière dans une petite partie de l'espace et là on a une densité d'énergie très très élevée et ça nous permet de créer un piège où on peut piéger des objets micrométriques. Ces objets sont des petites billes, ils font 1 micron de diamètre, ils sont tout petits, mais avec cette bille, on peut aller chercher des molécules d'ADN, l'attacher à notre bille et on peut les tirer, les manipuler et les observer dans notre microscope. Une autre propriété qu'il a mis en avant, c'est la capacité à focaliser la lumière, puisque un faisceau laser est fait d'un régiment de photons, un régiment de clones de photons, tous identiques, qui marchent au pas. Et avec un tel régiment de photons, vous êtes capable de focaliser la lumière sur des tailles très très petites, de la manipuler à votre guise. Et en même temps qu'on manipule cette molécule d'ADN, on peut l'incuber dans une solution de protéines fluorescentes
et voir ces protéines fluorescentes agir sur l'ADN, se toucher l'ADN, diffuser sur l'ADN ou s'arrêter à un endroit. Et on peut observer le processus en temps réel. Donc nous, ce qu'on espère, c'est par nos recherches d'apporter l'information nécessaire à pouvoir diagnostiquer le cancer tôt et aussi de trouver des méthodes qui vont pouvoir améliorer par exemple la radiothérapie ou certaines chimiothérapies. Et donc en comprenant les mécanismes cellulaires, on peut faire des recherches beaucoup plus appliquées au niveau de recherche de médicaments contre le cancer. Alors ici au CEREJ, en fait, je travaille tous les jours avec la lumière puisque j'utilise différents outils qui utilisent une source de lumière particulière qui s'appelle les rayons X. Donc les rayons X sont à la base de tous les résultats qu'on va pouvoir obtenir, de toutes les analyses qu'on va pouvoir effectuer. Alors avec les rayons X, on va venir, alors on dit qu'on va exciter la matière, on apporte de l'énergie à l'échelle atomique. Et donc c'est la réaction des atomes avec cette lumière, ces rayons X, qui va après générer un signal, en général une autre lumière, on parle de lumière émise, qui va donner des informations sur la nature chimique, la nature minéralogique ou la structure interne d'un objet. On va pouvoir faire l'analyse minéralogique avec de la diffraction des rayons X, de l'analyse chimique avec de la microfluorescence X des rayons X, et également de l'imagerie 3 dimensions avec de la tomographie RX à l'échelle micrométrique et également nanométrique. On peut utiliser ces 3 outils sur un même type d'échantillon. On va savoir par exemple s'il contient sa nature chimique, s'il contient par exemple un atome de fer, donc ça avec la microfluorescence X. Ensuite, si on fait des analyses de diffraction, on va savoir comment ces atomes de fer sont organisés. On va savoir si c'est un minéral, par exemple une hématite, un oxyde de fer. Et en faisant de l'imagerie 3D, on va savoir par exemple si c'est une plante qui contient cet atome de fer, on va savoir à quel endroit dans la plante c'est localisé, au niveau des racines, à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors ici on est dans un laboratoire qui travaille sur l'environnement, donc on va regarder la pollution de différents types de métaux, également des nanoparticules. Ce sont des petits objets à l'échelle nanométrique qu'on va retrouver en fait dans de nombreux objets de la vie courante comme les crèmes solaires, les ciments ou également certains bonbons. Donc on essaye de voir si l'utilisation de ces objets très petits pose un risque pour l'environnement. Donc on va essayer de reproduire en laboratoire l'utilisation de ces produits. Et ensuite, on va regarder donc les paquets, on parle d'agrégats, les paquets de particules donc dans les objets ou alors les organismes qui ont été exposés ou mis en contact avec ces nanoparticules. Alors pour moi, la lumière, c'est le soleil. C'est un moyen pour moi de m'éclairer. Je n'aime pas trop être dans la pénombre et ici en Provence, on a la chance d'avoir une lumière très intense et blanche. Et pour moi, la lumière, donc avant tout, c'est le soleil. Le soleil, c'est une boule de plasma gigantesque et un des effets de cette boule de plasma, c'est qu'elle émet de la lumière, énormément de lumière. Et cette lumière arrive sur Terre et permet de la chauffer. Alors il se trouve que notre planète est juste à la bonne distance pour avoir des températures qui favorisent le développement de la vie telle qu'on la connaît. La lumière se fabrique par des réactions de fusion en fait, parce que les pressions et les températures à l'intérieur de ce soleil sont gigantesques. Et les particules du plasma, étant donné la pression très forte et la température, arrivent à fusionner entre elles pour faire des atomes plus gros. Et ces atomes, en fusionnant, libèrent une quantité d'énergie phénoménale. Et c'est cette énergie-là qui est à l'origine du fonctionnement du Soleil et qui va durer encore quelques milliards d'années avant de s'éteindre.
Le soleil éclaire la Terre, éclaire les différentes surfaces terrestres et par réflexion, on va pouvoir enregistrer, en fait créer des images, soit à l'aide d'avions ou de satellites. Les différentes surfaces de la Terre vont être caractérisées par des signatures différentes. On aura un signal très différent selon qu'on regarde une surface en eau, une surface de sable par exemple, un sol nu ou un toit de maison par exemple. Donc en tant que géomorphologue, on étudie les formes existantes ou les formes en train de se créer à travers différents processus d'érosion, d'accumulation, etc. Et donc la lumière, elle renseigne déjà de manière qualitative sur ces états des choses et ces mouvements, ces processus en train de se former. On utilise différents capteurs qui enregistrent les retours, donc les reflets de cette lumière sur les différentes surfaces, le sol, la végétation, l'eau, etc. Et donc la quantité de lumière qui va revenir vers ces capteurs dans les longueurs d'onde du visible, du bleu au rouge jusqu'à l'infrarouge, dans des capteurs assez simples, eh bien, on va mesurer la quantité de lumière qui revient. Donc ça va nous renseigner d'une part sur l'état minéralogique, l'état des surfaces, l'état de la végétation, les types de végétation, enfin les types de surfaces. On va pouvoir caractériser en fonction des taux d'absorption et des taux de réflexion de la lumière sur les surfaces. On va pouvoir caractériser, identifier les différents types de surfaces, mais aussi l'état des surfaces. Donc la végétation, elle n'aura pas la même réflectance, pas la même absorption, qu'elle soit en bon état ou si la photosynthèse se fait bien, eh bien la réflectance dans certaines longueurs d'onde va être beaucoup plus forte. Donc on va pouvoir caractériser ces surfaces, qu'elles soient minérales ou organiques. Je dirais que la lumière est la principale source d'énergie pour la plupart des organismes vivants. C'est la lumière qui permet un phénomène absolument essentiel dans le monde vivant, qui est la photosynthèse. Alors, on peut remonter à 3,4 milliards d'années, au tout début de la vie, et se rendre compte que finalement, au tout début, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des cyanobactéries qui se sont développées en milieu marin et qui ont fait la photosynthèse et du coup qui en même temps ont accumulé des matières organiques, ont fait de la biomasse, mais aussi ont rejeté de l'oxygène et qui est à l'origine de l'atmosphère, de la couche d'ozone et qui ensuite a permis le développement de tas d'autres organismes parce qu'il y avait l'atmosphère qui s'était créée sur Terre. Donc, des organismes comme la plupart des végétaux, certaines bactéries, des organismes qu'on appelle des protistes, qui sont mi-végétales, mi-animales, vont utiliser l'énergie de la lumière pour produire de la matière organique, et ceci à partir d'éléments minéraux simples comme le gaz carbonique et l'eau. On travaille en écologie sur les végétaux, donc la photosynthèse est évidemment un phénomène essentiel pour comprendre comment les végétaux se développent, croissent, fabriquent de la biomasse, mais aussi on travaille sur la façon dont est organisé, par exemple, un écosystème forestier. Et là, on se rend compte que c'est la lumière qui est l'un des facteurs prédominants pour expliquer comment sont agencées les différentes plantes au niveau d'une forêt. On a ainsi des végétaux qu'on va trouver exclusivement à l'ombre, qui vont en quelque sorte se cacher à l'ombre des grands arbres. Vous en avez d'autres qui vont obligatoirement avoir besoin d'une lumière très importante, c'est ce qu'on appelle des espèces héliophiles. Et comme les animaux qui n'ont pas la possibilité de faire la photosynthèse comme les plantes se nourrissent de ces mêmes plantes, eh bien tout l'écosystème est organisé à partir de ces végétaux photosynthétiques qui utilisent la lumière et toute l'organisation de l'écosystème est basée sur cette présence de lumière. Quand on se balade en forêt, donc on est émerveillé par cette couleur verte. Et pourquoi en réalité les plantes elles apparaissent vertes? Simplement parce que la radiation
verte et réfléchie et n'est pas absorbée par les plantes. En revanche, vous avez d'autres radiations qui sont absorbées par les végétaux. Donc la voie d'entrée de la lumière dans le processus photosynthétique, elle passe par ce qu'on appelle des pigments photosynthétiques. Alors vous en aviez plusieurs, dont les chlorophylles et les caroténoïdes. L'automne, quand les feuilles paraissent jaunes, c'est la chlorophylle qui se dégrade et qui laisse place aux caroténoïdes. Donc la chlorophylle, et précisément la chlorophylle A, est un pigment essentiel du processus photosynthétique. Les plantes, d'une manière générale, et le phytoplancton, qui est l'organisme végétal, première brique dans l'océan, va absorber pour son développement des radiations plutôt de longueur d'onde qui se situent dans le bleu. Et cette absorption de radiations bleues, électromagnétiques, en parallèle avec une assimilation de sels nutritifs et des conditions environnementales favorables comme la température, permettent la construction de l'organisme phytoplanctonique et la production de sucre, qui constitue donc la base de la structure du phytoplancton. Et ce phytoplancton va à son tour être assimilé par des organismes plus grands comme du zooplancton et du macrozooplancton et finalement des poissons, toute la chaîne trophique. Mais à la base de cette chaîne trophique, de ce développement de chaîne trophique, on a en grande partie l'intervention de la lumière. On sait par exemple que l'essentiel de la vie dans l'océan se trouve dans les 100 premiers mètres. Tous les organismes ne sont pas dans les 100 premiers mètres, mais le développement de cette photosynthèse, de phytoplancton, va se faire dans les 100 premiers mètres parce qu'on a une conjonction de présence de sels nutritifs et de rayonnement solaire qui sont favorables pour le développement du phytoplancton. Ma spécialité plutôt, c'est d'étudier le rôle des bactéries et des micro-organismes en milieu profond. Et par rapport à ce que je peux faire, c'est essayer de comprendre effectivement pourquoi certains organismes peuvent faire de la lumière et quel va être l'impact sur le cycle de la matière, sur le cycle de la vie, quoi. La bioluminescence, c'est un phénomène enzymatique en fait. Donc de la bactérie aux organismes, c'est à peu près le même processus. C'est grâce à une enzyme qui s'appelle la luciférase et qui va créer de la lumière à partir de l'oxygène et de une matière organique. Mais les bactéries, pour quelles raisons elles font de la bioluminescence, c'est un peu mystère, parce que la bioluminescence, c'est un coût énergétique. C'est un coût énergétique pour la cellule, ça demande de l'oxygène, et cet oxygène va être utilisé. Et donc la bactérie, quand on sait qu'elle est en milieu profond où il y a peu de matière organique, elle va dépenser en plus de l'énergie pour faire de la bioluminescence. Donc une des théories, ça serait que ces bactéries feraient de la bioluminescence pour attirer un prédateur qui va l'ingérer, et du coup elle va se retrouver plutôt dans le tractus digestif, où elle ne va pas forcément faire de bioluminescence à ce moment-là, mais en tout cas elle va être dans des conditions favorables où le poisson, par exemple, va aller se nourrir, et donc dans le tractus digestif, comme nous on en a des bactéries, elles vont avoir de quoi se nourrir et se développer. Maintenant, c'est rentré aussi dans l'imaginaire collectif que certains organismes en milieu profond, peut-être bioluminescents, je pense au Walt Disney Nemo, où il y a ce poisson lanterne qui est un poisson qui est en symbiose avec des bactéries, donc qui sont dans cette lanterne-là, et qui va utiliser ces bactéries pour attirer des proies. Certaines pieuvres ou certains céphalopodes vont utiliser, plutôt que de rejeter de l'encre noire, ce qu'on peut voir en surface en plein jour chez nous, là l'organisme va plutôt relâcher un jet lumineux qui va attirer le prédateur, et la proie va pouvoir s'enfuir. Il y a un chercheur régional le siècle dernier, enfin même le siècle d'avant, qui avait effectivement étudié la bioluminescence et qui avait essayé de créer une lampe bioluminescente qui permettrait d'éclairer une table de chevet pendant un mois non-stop. Donc on pourrait imaginer dans le futur, pourquoi pas, utiliser la bioluminescence comme source lumineuse. En même temps, il faut savoir que c'est une lumière froide
Et donc voilà, ça illumine pas une pièce. Ça peut permettre localement de faire un point lumineux. Ça pourrait, pourquoi pas, être utilisé pour remplacer les panneaux issus de secours. Ils pourraient être luminescents. On pourrait l'utiliser aussi comme marquage au sol, pourquoi pas. Mais bon, il y aurait du développement un peu technologique à faire autour de ça. Et après, évaluer quel pourrait être le coût énergétique aussi pour produire ce genre de matériel, mais pourquoi pas dans le futur. Donc les plasmas se retrouvent dans la vie de tous les jours, par exemple dans les éclairages. Les lampes basse consommation, ce sont des petites décharges plasma qui nous permettent d'éclairer. On a les écrans plasma, chaque pixel c'est un microplasma. On a aussi les propulseurs de satellites qui permettent de positionner les satellites dans l'espace. Ce sont des propulseurs plasma essentiellement. Donc en fait on rencontre les plasmas dans la vie de tous les jours et dans notre monde parce qu'ils ont beaucoup d'applications en fait. Le plasma, c'est un milieu particulier de la matière. Donc, si on monte en température, à basse température, on a l'état solide, pour l'eau par exemple. On monte en température, on passe de l'état solide à l'état liquide, l'eau liquide. On monte encore en température, on a l'état gazeux. Et si on chauffe encore de l'eau, on a l'état plasma, c'est-à-dire qu'on a arraché les électrons qui gravitent autour des noyaux. Et ça fait une soupe de noyaux avec moins d'électrons, donc des ions, et d'électrons. Alors c'est des charges positives et négatives qui vont s'attirer et qui vont faire ce qu'on appelle un état plasma, donc un gaz ionisé. Alors la fusion consiste à reproduire un morceau de soleil sur Terre et donc en extraire de l'énergie, énormément d'énergie. L'exploit, c'est d'arriver à produire l'électricité à partir de ce type de plasma. Et pour ça, il faut le contrôler, pour ça, il faut le comprendre, bien maîtriser tous ces paramètres. Alors nous, on crée un plasma dans un champ magnétique. Et quand on crée un plasma dans un champ magnétique, il a toujours tendance à être instable et à vouloir s'échapper de ce carcan qu'on crée. Et donc à venir lécher les parois. Et quand il vient lécher les parois, c'est très très chaud, donc ça fait fondre les parois et le plasma s'éteint. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à maintenir le plasma de fusion loin des parois par un champ magnétique, de façon à le maintenir en vie suffisamment longtemps pour en extraire de l'énergie. L'avantage, c'est que c'est quelque chose qui ne s'emballe pas. Hein. Quand on a un problème, quand il y a une pollution du plasma, ça s'éteint. Il y a des créations d'éléments radioactifs, mais à durée de vie humaine. Donc c'est plus intéressant aussi à ce niveau-là. Mais ce n'est pas évident à faire. Et donc c'est pour ça qu'on a une grosse machine qui est en construction, qui s'appelle ITER, à Cadarache, pour essayer de prouver qu'on peut extraire de l'énergie à partir de ce plasma. C'est une possibilité parmi d'autres. Voilà. Donc il faut explorer cette voie et il y a d'autres voies à explorer bien sûr. C'est une possibilité intéressante. En une heure d'éclairage solaire, on reçoit la quantité d'énergie équivalente à l'énergie qu'on utilise pendant une année pour toute l'humanité. Donc il est primordial de récupérer cette énergie. Alors comment on crée de l'énergie électrique à partir de la lumière? La lumière, c'est des particules, on dit aussi ondes électromagnétiques, mais on a la dualité. Mais nous, on va parler de particules, on va dire que c'est un photon. C'est une particule énergétique, le photon. Il arrive à la surface du semi-conducteur. Et le semi-conducteur, il a la particularité d'avoir ce qu'on appelle une bande interdite. C'est-à-dire qu'il a des électrons en dessous, ici. Là, il n'a rien. Et au-dessus, c'est vide. Quand on éclaire avec un photon, on va pouvoir exciter un électron qui va passer de la bande de conduction vers la bande de valence, donc de là où on avait un réservoir d'électrons vers un récipient vide. Malheureusement, on a cette bande-là d'énergie où l'électron ne peut jamais être, donc il faut lui donner assez d'énergie pour sauter de mon pouce à mon index. Et ça, c'est le rôle du photon. Il va arriver, il va donner l'énergie suffisante à l'électron qui va passer au-dessus. Et puis, comme on a un électron en haut ici, ben forcément, là, on l'a plus. Donc, on a un trou, c'est-à-dire un déficit d'électrons. Et c'est ces deux particules, électrons et trous,
qui forment ce qu'on appelle un exciton en termes savants, et c'est eux qu'on va essayer d'utiliser pour récolter les charges dans le circuit électrique. D'abord, il faut être capable d'absorber un maximum de lumière. On comprend bien qu'un matériau complètement lisse, comme du verre, aura tendance à réfléchir la lumière. Donc en rajoutant un petit revêtement anti-réflectif, c'est-à-dire un peu comme si on grattait avec un papier de verre la surface, on va absorber plus de lumière. Après, le soleil émet des longueurs d'onde de l'UV à l'infrarouge en passant par le visible, c'est-à-dire la lumière que nous on perçoit avec nos yeux. Il faut trouver donc des matériaux qui soient capables de créer l'électron et le trou, quelle que soit la longueur d'onde émise dans le spectre du soleil. Puis enfin, il faut des matériaux qui soient capables de séparer les charges et de les transporter facilement. Donc c'est ça les enjeux pour créer une bonne cellule photoélectrique. Alors nous, justement, on fabrique des matériaux nanostructurés, c'est-à-dire qu'on va fabriquer des objets qui ont une géométrie à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire 1 milliardième de mètre. Donc on travaille à cette échelle-là parce qu'on va pouvoir avoir des structures qui seront anti-réflectives, donc qui vont absorber un maximum de lumière, et en même temps, vu la géométrie qu'on fabrique, on peut plus facilement récupérer ou récolter les charges qui vont être créées lorsqu'on éclaire le semi-conducteur. Maintenant, d'un point de vue, on va dire, électrique, pour nos besoins en énergie, par exemple, on peut adapter le processus photosynthétique pour générer de l'énergie. Alors, vous avez plusieurs travaux qui sont en cours. On parle de la bioélectricité. C'est un enjeu très important parce que la lumière solaire, on en a 12 heures par jour. Et on voit bien à l'exemple des plantes que la photosynthèse est une manière de transformer l'énergie très efficace. Par exemple, on peut créer des cellules photovoltaïques qui, au lieu de générer des charges électriques qui sont utilisées dans un circuit électrique directement, vont être utilisées dans des réactions d'oxydoréduction. Donc on transforme l'eau en hydrogène et en oxygène. Ces deux gaz, une fois stockés, permettent de garder de l'énergie à disposition alors qu'il fait nuit et qu'on n'a plus de lumière pour générer de l'énergie photovoltaïque. Alors c'est vrai qu'avec l'arrivée des énergies alternatives, on a un peu changé le paradigme. Jusqu'à présent, l'énergie, elle est produite par une centrale quelque part, et puis elle nous est distribuée avec le fil électrique de ERDF maintenant. Maintenant, avec les panneaux solaires, on peut avoir nous-mêmes l'énergie qu'on produit dans notre jardin. Et évidemment, on pourrait aussi produire de l'hydrogène qu'on pourrait stocker quelque part au fond du jardin et l'utiliser après la nuit quand le soleil ne brille plus. Donc ça n'empêche pas d'avoir des centrales toujours, mais c'est un concept un peu nouveau d'être soi-même acteur de la production d'énergie qu'on consomme. On baigne dans un monde de lumière, un monde électromagnétique. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre vocation, c'est d'arriver à dompter cette lumière, la contrôler, la modifier à volonté. On dirait que le composant essentiel qui permet de modifier à volonté la couleur de la lumière, qui est l'ancêtre du cristal photonique, c'est vraiment la couche mince optique, ou les empilements de couches minces optiques, qu'on appelle également les filtres interférentiels. C'est une donnée fondamentale parce que quand on transporte de la lumière dans un périscope de sous-marin, par exemple, vous aurez une cinquantaine d'optiques. Mais ici, chaque fois que la lumière rencontre un dioptre de verre, on perd 4% à la réflexion. À l'arrivée, il n'y a plus rien. Donc, pour pallier cette difficulté, on dépose sur les composants, sur les objets, de fines couches minces optiques, dont les épaisseurs sont microniques, soit une couche mince, soit une dizaine. Et ça permet de réduire considérablement les réflexions. L'exemple le plus classique, ce sont les verres de lunettes. Si vous évitez les reflets, il faut déposer une couche mince qui jouera le rôle d'anti-reflet. Ça fonctionnera un peu en incidence normale, mais les gens sur les côtés vous verront moins. Donc du coup, on va déposer 5, 6 couches minces, 10 couches minces. Et finalement, à l'arrivée, plus vous payez cher, plus vous avez de couches minces et plus les verres de lunettes sont performants.
Donc aujourd'hui, on a des couches minces optiques à peu près sur tous les composants qui font appel à la lumière, les objectifs photo, les objectifs de caméra, les lentilles, les prismes, les dioptres, les pare-brises de voiture. On a aussi le cas des gratte-ciel. Sur les gratte-ciel, quand vous avez de grandes baies vitrées, l'idéal pour économiser l'énergie, c'est de laisser rentrer la lumière du soleil. La lumière du soleil rentre, elle fait chauffer l'appartement. L'appartement, lui, qui a chauffé, il va réémettre de la lumière infrarouge, mais cette lumière infrarouge, il ne faut plus qu'elle sorte de l'appartement, parce que si on arrive à la garder, ça fait un effet de cercle quand même intéressant. Du coup, sur les baies vitrées, il y a des revêtements qui laissent rentrer la lumière du soleil et qui empêchent la radiation infrarouge de ressortir. Ce qu'on appelle des filtres froids-chauds. Les couches minces optiques sont omniprésentes dans notre quotidien. Alors la lumière naturelle, c'est ce qu'on appelle la lumière incohérente. Il faut imaginer que ce sont des petits trains d'ondes très très courts qui sont émis continuellement par les sources de lumière. Et la lumière cohérente qu'on utilise en holographie, la lumière laser, se distingue de la lumière naturelle, le soleil, les éclairages, du fait de ces trains d'ondes qui sont beaucoup plus longs en fait. Et de par cette propriété, en fait, on va arriver à enregistrer plus d'informations qu'une simple photo. On va arriver à enregistrer une information sur le relief de l'objet. Eh bien, en fait, on va prendre une scène dont on va faire un hologramme. On va prendre une plaque de verre ou un film sur lequel il y a des sels d'argent exactement comme sur les anciennes pellicules photo. Et au lieu d'éclairer ça avec la lumière du soleil, le flash de l'appareil photo, on va éclairer cette scène avec une lumière laser ou plusieurs lumières laser, rouge, vert, bleu, si on va avoir toutes les nuances de couleurs. Et on va développer ça comme une plaque ou une pellicule photo standard. Au final, on a une photographie. Mais quand on va bouger la photographie, on va voir l'objet sous différents angles, exactement comme s'il se trouvait derrière la plaque de verre. Alors les applications de l'holographie dans le quotidien sont nombreuses. On a l'authentification d'objets, la petite colombe des cartes bleues, les billets de banque par exemple, on a des places de concert, plein d'objets où on met un petit hologramme afin de ne pas pouvoir le reproduire facilement. La mesure de déformation d'objets, c'est ce qu'on appelle l'interférométrie holographique, et aussi les HVD, holographiques versatility disc, qui sont les successeurs potentiels des DVD et des Blu-ray. Une galette de plastique qui ressemble à un Blu-ray, mais sur laquelle on a gravé l'information en volume et non pas en surface comme on le fait avec les Blu-ray et les DVD. Donc c'est des micro-hologrammes et c'est quelque chose qui existe déjà mais qui n'est pas commercialisé pour le grand public. Ah ben moi je pense que la lumière est essentiellement un outil que nous a donné la nature pour transporter des informations. C'est tout simplement un outil, c'est l'outil le plus rapide d'ailleurs à ce jour. Alors prenons d'abord peut-être le cas des télécoms. Pour communiquer, il faut des unités de parole. Bon, avant, on travaillait avec le morse, c'est-à-dire on fait des bruits, plus ou moins longs, et avec un certain code, on est capable de communiquer à distance. Donc l'idée, en général, pour communiquer, on a la chapeau booléenne, c'est qu'en fait, on a des bits d'information. Un bit, ça veut dire qu'en présence du signal, on dira qu'on a un bit égal à 1, en absence de signal, on a un bit égal à 0. Donc on veut transporter des 1 ou des 0. Transporter des 1 ou des 0 avec la lumière, c'est facile. Soit il y a la lumière, soit il n'y en a pas. Ensuite, on envoie tout ça dans une fibre optique. Et la fibre optique va propager la lumière sur une centaine de kilomètres. Après, on peut répéter la lumière avec des amplificateurs. Et on est capable, comme ça, de propager, de traverser des continents. D'ailleurs, la Terre entière est câblée avec des fibres optiques qui permettent de transporter l'information. Maintenant, si vous êtes seul à téléphoner, tout va bien. Maintenant, vous allez parler plus vite, vous allez transporter plus d'informations. Votre voisin va vouloir téléphoner. Et puis à l'arrivée, il y a 1 millier d'utilisateurs, puis 1 million, puis 100 millions, bientôt 1 milliard. Donc il faut transporter de plus en plus d'informations dans la fibre optique. La chance, donc vraiment, la lumière permet ce transport haut débit et sécurisé. C'est encore mieux que ça, c'est que ça permet de transporter à très haut débit. Parce que finalement, avec une longueur d'onde, je peux déjà communiquer. Mais finalement, je peux utiliser aussi la longueur d'onde qui est extrêmement voisine de la première. Donc j'aurai 2 longueurs d'onde. Et puis je peux en prendre une centaine. À la limite, je peux découper à l'infini. Je peux découper la lumière avec des couleurs de plus en plus fines, des longueurs d'onde de plus en plus fines. Je les envoie toutes dans la fibre optique, parce que la fibre optique, elle accepte toutes ces longueurs d'onde, que je l'envoie à 10, 100 ou 1000. Du coup, elle a une capacité, on dira, pour se faire plaisir, illimitée. Bon, c'est pas vraiment la réalité, mais
Voilà, c'est vraiment la force de la lumière, c'est d'arriver à faire communiquer des millions d'utilisateurs à travers la planète. Après, la lumière, quand elle traverse une scène ou un matériau, elle transporte avec elle toutes les informations récoltées pendant la traversée des milieux. Je dirais que plus intéressant aujourd'hui émerge le thème de l'ingénierie du désordre. On a envie de scruter des matériaux ou des milieux qui sont totalement désordonnés. Alors qu'est-ce qu'un milieu désordonné? On dira, vous prenez une éponge par exemple, si vous envoyez la lumière sur une éponge, la lumière elle se répartit, elle éclate un peu sur l'éponge et on pouvait se dire il y a 20 ans, on n'en fera rien de cette lumière après qu'elle ait heurté l'éponge. Un milieu désordonné, c'est aussi une vitre dépolie. Quelqu'un derrière une vitre dépolie, vous ne le voyez pas, parce que l'image a été cassée par la vitre dépolie. C'est aussi le brouillard. Vous conduisez, vous n'arrivez pas à voir à plus de 10 mètres à cause du brouillard. Voilà, c'est ça des milieux désordonnés, ou alors c'est sous la peau pour les objets biologiques. Donc il y a un challenge énorme qui consiste à se dire, ben, finalement, et si j'étais capable de voir au-delà du brouillard, à travers le brouillard? Est-ce que je suis capable de fabriquer un instrument qui me permette de corriger les déformations du front d'onde, de voir au-delà du brouillard, ou de voir à travers la vitre dépolie, de voir sous la peau, de voir sous les os sales? Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe à travers, quand on veut transporter une image à travers un milieu désordonné? Vous avez un chat derrière une vitre dépolie. La lumière transporte l'image du chat, mais quand cette image heurte la vitre dépolie, l'image elle est cassée, on ne la voit plus. Elle est cassée, ça veut dire que la lumière, au lieu de se transporter dans une direction, elle se transporte dans un tas de petits grains de lumière qu'on appelle des grains de speckle. Mais il se trouve que dans chaque grain de lumière, qu'on mesure dans chaque direction de l'espace, on a deux informations. L'une, c'est sur la qualité de la vitre du dépoli qui a cassé l'image, qui va permettre de scruter la vitre. Et l'autre, c'est un petit effet mémoire de l'image initiale qui nous disait qu'il y avait un chat à l'entrée. Eh bien, cette petite information, si on est capable de la récupérer dans chaque grain de lumière, de la traiter correctement et de façon subtile, pertinente, on arrive à reconstruire l'image de ce qu'il y avait avant la vitre dépolie. Donc c'est vraiment, les informations sont extrêmement fines. Alors il y a toutes sortes d'informations, sont extrêmement fines et c'est pas parce que la lumière est splittée, si vous voulez, c'est pas parce que la lumière a perdu sa cohérence à la traversée de milieux désordonnés qu'elle n'est plus utilisable. Il faut quand même voir qu'en tant que chercheur, on a quand même cette chance pour les passionnés de tous les jours, on a toujours une devinette qui nous accompagne, ou une ou plusieurs. Donc si vous voulez, je peux passer 10 heures à l'aéroport, c'est pas grave. Si, c'est grave, mais j'ai toujours plein de choses à penser, et mes collègues aussi. Donc c'est une chance extraordinaire qu'on a de pouvoir se poser des questions sans arrêt. Alors évidemment, il faut savoir y répondre, il faut avoir les pistes pour y répondre, ça se structure bien évidemment. Et plus on vieillit, plus on comprend. Et puis plus on comprend, plus finalement la physique ou la compréhension des lois de la nature fait partie de nous-mêmes. Après, ça devient un peu une partie de nous-mêmes, je dirais. La lumière, c'est trop fondamental pour réfléchir trop à ça, mais disons, c'est un peu la connaissance. On voit la lumière quand on arrive à résoudre des problèmes. On en a tout le temps des problèmes. On est là pour résoudre des problèmes. C'est comme ça, il y a des gros soucis, des petits soucis. Mais on veut comprendre, il y a un système qui ne marche plus, on veut savoir pourquoi, c'est des systèmes très complexes, des fois c'est difficile. Quand on ne comprend pas, on est un peu dans le noir, et quand on comprend, c'est la lumière. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on se parle.